Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour ces rencontres nationales des collectifs intermittents et précaires. Alors, avant de démarrer la conférence, avant de démarrer les échanges, j'aimerais un petit peu savoir qui vous êtes là, dans l'assistance. C'est surtout pour savoir comment orienter ce qui va se dire maintenant. Donc savoir s'il y a que des intermittentes du spectacle. Y a-t-il des intermittentes du spectacle dans la salle? D'accord. Y a-t-il des précaires dans la salle? Ah, il y en a. Ah oui. On hésite. Est-ce que je suis précaire? Je suis pas précaire? Donc il y a des intermittentes, des précaires. Il y a des gens qui sont dans la culture mais qui sont pas intermittents du spectacle. Ouais, il y en a une au moins. Il y a des futurs intermittentes, qui n'ont pas encore le statut, par exemple. Ouais, il y en a aussi un. Des étudiantes, il n'y en a plus. Et des gens qui ne sont pas dans la culture, qui ne vivent pas de la culture. Il y en a, ouais, il y en a aussi quelques-uns, quelques-unes. Ok, ben parfait. Donc il y a un peu de tout. Hein, Yann? Donc on va pouvoir démarrer. En tout cas, bienvenue. Merci d'être venu. Merci d'avoir bravé la pluie. Ah oui, autre question que j'avais avant de commencer, c'est votre prénom à toutes et à tous. Alors, à trois, vous allez me donner votre prénom. Comme ça, on verra s'il y a des prénoms qui se ressemblent ou pas. D'accord? 1, 2, 3. D'accord. Est-ce que tu en as retenu au moins un? Ouais. Ah, voilà. On va le refaire. 1, 2, 3. Anne-Lise? Est-ce qu'il y a une Anne-Lise? Ah non, il n'y a pas d'Anne-Lise. Eh bien, cet après-midi, public, tu t'appelleras Anne-Lise. Donc, quand on s'adressera à toi, public, on s'adressera à Anne-Lise. T'es d'accord? Ok. Yann. Je vous présente Yann Godin. On peut l'applaudir déjà. Alors, Yann Godin, alors je sais pas, tu es toujours à Pôle emploi? Oui, je suis toujours à Pôle emploi, je suis toujours payé par Pôle emploi, mais en tant que chômeur. Ah, d'accord. Oui. Depuis le 3 juillet. Depuis début juillet, chômeur, donc tu as été licencié. Exactement, pour faute grave, sans indemnité, à l'américaine. D'accord. You're fired. Ok. Et en fait, alors moi j'ai un petit peu regardé qui tu étais. Donc tu as été licencié pour faute grave par Pôle emploi. Donc c'est Pôle qui devrait employer, mais Pôle licencie maintenant. Et en fait, Pôle emploi t'a licencié parce qu'en fait tu faisais ton travail. Oui, alors En gros. je vais y revenir. Alors justement, dans les questions sur le public, qui n'est pas inscrit à Pôle emploi? Ok, 5, ok, merci. Donc merci beaucoup Patrick, merci beaucoup à la CIP de m'avoir invité. C'est un honneur d'introduire cet après-midi, de commencer cet après-midi de papotage militant. Bon, je suis un peu vexé d'être qu'une première partie, mais bon, voilà, j'ai pas choisi la programmation. On a tiré au sort. Hein. C'est comme ça. Non, merci vraiment beaucoup à la CIP, et notamment à la CIP Bretagne qui m'a beaucoup soutenu ces derniers mois. Et voilà, ce qui fait plaisir avec vous, c'est que je doute pas que vous êtes que des personnes engagées et totalement désintéressées, puisque donc j'ai découvert le fonctionnement de la CIP. Voilà, c'est un fonctionnement très horizontal. Il n'y a pas de place de chef, il n'y a pas de pouvoir à prendre, il n'y a pas d'intérêt financier à obtenir. Donc, je ne sais pas si tu as vu, mais à l'entrée, il y a comme une boîte noire. Il y a une boîte noire dans laquelle on peut glisser un petit billet, des petites pièces. C'est pour participer aux frais de cette journée, de ces journées, de ces rencontres. Pour participer à l'œuvre collective. C'est ça. Et aussi au grand raout collectif. Et aussi à mon... à ton cachet. Et oui. Bah oui. Hein, parce que comme maintenant tu es au chômage, il faut bien te filer un petit billet, quoi.
Donc, merci beaucoup. Alors, moi, je suis venu surtout pour parler de Pôle emploi, parce que le sujet, c'est pas moi, ma petite personne, ma situation. C'est surtout les sujets que j'ai révélés. Ce que, évidemment, j'ai pu découvrir à Pôle emploi. En 14 ans, j'ai travaillé 14 ans à Pôle emploi, donc il y aurait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses aussi sur l'évolution de l'établissement. Donc, bon, Pôle emploi, voilà, mis à part 5 personnes, c'est un sujet qui vous concerne toutes et tous. Et puis même les 5 personnes qui ne sont pas inscrites, elles le seront peut-être... je leur souhaite pas forcément, mais elles le seront peut-être dans les mois ou les années à venir. Elles ont certainement des proches, évidemment, qui sont inscrits à Pôle emploi. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, dans la population active, sur le parcours professionnel d'un actif, combien de personnes, quelle est la proportion de gens qui vont être au moins un jour inscrits à Pôle emploi. Je pense que, alors il n'y a pas de statistiques, mais je pense que ça doit être 70-80% au moins de la population active qui va au moins un jour s'inscrire à Pôle emploi. Et encore une fois, les proches des personnes inscrites à Pôle emploi sont évidemment concernés par les services rendus par cet établissement et par les aides financières et notamment les allocations chômage qui sont versées. Donc ça concerne tout le monde, ça concerne hélas aujourd'hui donc directement 5 millions d'inscrits et puis on nous annonce qu'il va y avoir encore des centaines et des centaines de milliers de personnes dans les mois qui viennent, on verra bien, de nouvelles personnes qui vont s'inscrire. Et d'ailleurs on nous dit que Pôle emploi va recruter des milliers de nouveaux conseillers en CDD. Il faut les remplacer. Voilà, puis il en faut bien au moins quelques milliers pour me remplacer moi. Puisqu'on les vire. Par rapport au travail que je fournissais. Bah oui, aussi. Mais non, alors après, ce qui est très inquiétant, c'est qu'évidemment, moi je connais l'embauche de CDD à Pôle emploi et ils sont formés à la va-vite et puis on les met très vite en situation de répondre au public, de répondre à des questions très techniques, de procéder aussi à des actes techniques sur l'informatique, etc. Et ça insécurise vraiment les services rendus parce qu'il y a bon déjà régulièrement beaucoup d'erreurs. On va en reparler. Je vais essayer de vous dire pourquoi il y a beaucoup d'erreurs qui sont dites, qui sont faites à Pôle emploi et qui donc évidemment portent un préjudice à l'usager. Et puis au-delà de ces erreurs, comme vous le savez certainement, j'ai identifié des pratiques frauduleuses, où là, ce sont des pratiques généralisées, ce sont des consignes de la direction de Pôle emploi qui sont appliquées par les conseillers parce que sinon, il peut leur arriver ce qui m'est arrivé. Et puis, quelque part, ce qu'on m'a infligé, à savoir déjà le harcèlement avec plusieurs sanctions, et puis pour finir, la sanction ultime, le licenciement pour faute grave, évidemment, c'est pour envoyer un message à tous les conseillers. Si vous identifiez une anomalie dans un dossier, ou évidemment si vous identifiez une consigne hiérarchique qui ne correspond pas à la réglementation, qui ne correspond pas à la loi, surtout, ne dites rien, sinon il va vous arriver ce qu'il est arrivé à Yann Godin. Donc ça s'appelle comment? Quand on utilise des moyens illégaux pour faire peur aux gens, pour faire peur à un groupe de gens, ça s'appelle du terrorisme. C'est du terrorisme managérial. Et hélas, il n'y a pas qu'à Pôle emploi qu'on voit ça, puisque, comme vous le savez, ces derniers mois, il y a eu une vague de répression au travail, une vague de décisions, de sanctions hiérarchiques à l'inspection du travail contre Anthony Smith, à la SNCF contre Éric Bézou, à la RATP là tout récemment contre Alexandre El Gamal. Donc la plupart là sont des responsables, enfin des élus syndicaux qui ont été licenciés, révoqués par rapport à leur action syndicale. Et en général, on a les mêmes méthodes managériales qui sont utilisées, à savoir des calomnies, des faux faits, voire des faux documents, une violation du droit à la défense, etc. Donc il y a une vraie dérive totalitaire aujourd'hui dans les services publics et dans l'administration. Dans le privé, c'est peut-être pas beaucoup plus brillant, mais il y a une dérive totalitaire qui concerne à la fois les salariés de ces établissements et naturellement aussi le public, les usagers, in fine. Voilà. Alors, pour rappeler ce que c'est quand même que Pôle emploi, quand je disais que ça vous concerne tous, ça vous concerne tous aussi puisque vous payez tous Pôle emploi. Même les 5 personnes qui ne sont pas inscrites, elles payent Pôle emploi. Quand on paye la TVA, on paye Pôle emploi.
même un petit enfant qui achète des bonbons, il paye la TVA, il paye Pôle emploi. Tous ceux qui payent la CSG, ils payent l'établissement Pôle emploi et les allocations chômage aujourd'hui. Hein. Donc, tout le monde paye Pôle emploi. Pôle emploi vous appartient. Hein. Pôle emploi appartient pas à ses dirigeants, à tous les chefs de Pôle emploi. Non, Pôle emploi vous appartient. Travailler à Pôle emploi, qu'on soit employé ou qu'on soit cadre, c'est être un citoyen parmi les citoyens au service des citoyens. Voilà. Voilà ce qui devrait être la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est que tout le monde à Pôle emploi devrait être orienté vers le public. Tout le monde devrait avoir le souci du service rendu au public. Et tout le monde devrait avoir le souci du respect des droits du public. Hein. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a finalement une espèce de management du dos tourné. C'est-à-dire que l'usager, évidemment, regarde vers le conseiller pour avoir des services, mais le conseiller, lui, il regarde vers son chef. Le chef regarde lui-même vers son directeur de département, le directeur du département regarde vers le directeur régional, etc., jusqu'au ministère. Et donc, en fait, il faudrait que tout le monde se retourne et soit bien au service du public, puisque tous ces gens-là ne sont que salariés. Hein. Même Jean Basser, qui a été le supérieur dans une autre vie, qui a été le supérieur hiérarchique d'Emmanuel Macron, Jean Basser, qui est le directeur général de Pôle emploi aujourd'hui, même lui, il est salarié de Pôle emploi. Il n'est pas le propriétaire de Pôle emploi. Et il doit être au service aussi des usagers. Alors, moi, je voudrais en fait vous alerter sur certaines choses et peut-être vous détourner de certains fantasmes. Le grand public entretient notamment le fantasme de la stratégie de radiation à Pôle emploi. Hein. Pôle emploi cherche à radier un maximum de chômeurs. Mais moi, en 14 ans, et évidemment, je ne me gênerai pas pour le dire, surtout aujourd'hui où j'ai une liberté de parole un peu plus grande encore, mais je ne me gênerai pas pour vous le dire si c'était une réalité, si j'avais identifié des consignes allant dans ce sens, etc. Jamais, en 14 ans, jamais. Et des radiations sanctions, alors jusqu'à la création du service de contrôle de la recherche d'emploi, il y en avait extrêmement peu. Moi, je crois que... Alors, la création du service, je crois que c'était... Il me semble que c'était vers 2016, 17, 18. 2018. Moi, je suis entré à l'NPE en 2006. En 12 ans, j'avais dû faire même pas 5 demandes de radiation sanction par rapport à des gens qui vraiment nous provoquaient, que je recevais et qui d'entretien en entretien me disaient à chaque fois « mais je peux travailler moi si je veux, mais je veux pas travailler ». Bon, il y a un moment où voilà, on en vient quand même d'abord à le prévenir. Si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, on ne va pas pouvoir vous garder sur la liste des demandeurs d'emploi. Hein, vous avez le droit tout à fait d'être sans emploi, de ne pas vouloir travailler, mais dans ce cas, il ne faut pas que vous soyez inscrit comme demandeur d'emploi. Mais du coup, voilà, en 12 ans, 5 demandes de radiation sanction, donc c'est extrêmement peu. Sur les 5 demandes, il y a dû en avoir 3, je crois, qui ont été finalement, qui ont sauté suite voilà, au recours de la personne et puis qui s'étaient engagés. Oui, ça, j'ai compris, et je vais effectivement faire des démarches, etc. Donc voilà, j'ai dû être à l'origine de 2 radiations sanctions en 12 ans de parcours. Et puis après, donc c'est le service contrôle de la recherche d'emploi qui a pris le relais et qui là a été renforcé en 2019. Et donc là, effectivement, moi j'ai vu une multiplication des contrôles, mais alors pas du tout avec systématiquement une radiation, hein. Pas du tout. Les collègues, j'en connais un certain nombre dans ce service-là, on leur dit bien que leur mission, c'est avant tout d'essayer de redynamiser la personne, voilà, de lui rappeler ses droits et devoirs, enfin surtout ses devoirs en l'occurrence, etc. Donc il y a vraiment que les personnes qui n'ont fait strictement aucune démarche, qui finissent par avoir une radiation sanction. Et puis ce type de radiation sanction d'ailleurs a été réduite à 15 jours pour la première, alors que fut un temps avant 2019 on était sur
On était sur un mois, je crois. Donc bon, voilà. Mais il y a vraiment ce fantasme-là. Alors, il y a une confusion surtout par rapport à toutes les cessations d'inscription quand les gens n'actualisent pas. Et un très grand nombre de demandeurs d'emploi, quand ils reprennent un emploi, bah voilà, ils se disent je donne pas de nouvelles à Pôle emploi, voilà, j'actualise pas. Et donc ils sont anciennement dans la sémantique officielle effectivement à Pôle emploi, on appelait ça une radiation, mais c'était pas une radiation sanction, ils étaient d'un point de vue administratif radiés de la liste des demandeurs d'emploi. Hein, donc voilà, il y a une grosse confusion par rapport à ça, ce qui a entretenu le fantasme. On ferait mieux de se concentrer sur des vrais problèmes qui sont justement un service qui n'est pas du tout sécurisé dans la fiabilité des réponses qui sont données, dans la fiabilité du traitement des dossiers. Et puis au-delà de ça, bah voilà, par rapport à ce que j'ai révélé, il y a même carrément des pratiques frauduleuses. Donc on ferait mieux de se concentrer là-dessus et d'exiger, puisque Pôle emploi nous appartient encore une fois, d'exiger que Pôle emploi forme beaucoup mieux ses conseillers, les informe aussi beaucoup mieux, est un système informatique qui leur permette très vite d'avoir une réponse fiable. Et puis les manage aussi dans le sens de l'intérêt pour la personne humaine qui est chaque usager, parce qu'aujourd'hui à Pôle emploi, on a l'impression que les usagers sont des chiffres. Hein. On parle de chiffres, on parle de DE, demandeur d'emploi, DE, j'ai 500 DE. Quand on fait des inscriptions, on ne dit pas j'ai inscrit 3 personnes ce matin, on dit j'ai fait 3 EID. Les EID, c'est des entretiens d'inscription, je ne sais plus, mais voilà, il y a une chosification des demandeurs d'emploi qui sont des personnes humaines. On est là pour les aider dans leur vie professionnelle, dans leur parcours professionnel, pour les aider en tout cas dans cette période difficile avec évidemment une plus grande précarité, une diminution des revenus par rapport à lorsqu'ils étaient sous contrat salarié. Il y a de l'angoisse, etc. Enfin bon, déjà la personne, il faut vraiment prendre soin de ce qu'on peut lui apporter, de ce qu'on peut lui dire, etc. Et puis au-delà de ça, ça concerne sa vie personnelle à la personne, puisque ça concerne ses revenus d'existence, et donc du coup ça concerne aussi sa famille, son entourage, etc. Hein, donc il faudrait qu'on remette l'humain. Alors on entend souvent cette grande phrase, ils remettent l'humain au cœur de la politique. Voilà. Mais là, c'est réellement le cas. Il faudrait que à Pôle emploi, on resensibilise à la fois les conseillers et puis aussi, et peut-être surtout, la direction, que l'établissement Pôle emploi, il est au service d'humains. Hein. Et il faut savoir qu'il y a chez les demandeurs d'emploi 2 fois plus, ça a été déterminé par l'INSERM, 2 fois plus de suicides que dans la population globale. Il y a 3 suicides de chômeurs en France en moyenne par jour. Il y a de 10 à 14 000 personnes chaque année qui meurent prématurément d'une situation de chômage. Donc il y a un vrai impact sanitaire, des vrais dégâts à cause du chômage. Donc il faut qu'on revienne à une personnification des usagers. Mais ça, comment ça se passe pour revenir à, je sais pas, à mettre l'humain au centre des préoccupations de Pôle emploi? Comment ça peut se passer? Qui Alors peut décider ça? le comble, c'est que moi j'ai entendu régulièrement, mais j'en doute pas, hein, et c'est pas de leur faute. Encore une fois, le management a toute sa responsabilité dans ce qui se passe à Pôle emploi. J'ai entendu régulièrement des conseillers, des collègues qui se plaignaient de perdre du sens dans leur travail. Ils ne trouveraient plus de sens à leur travail. Mais il est très facile à retrouver le sens à notre travail quand on se rend compte de l'impact de notre travail sur la vie des usagers. Et il suffirait de petites réunions de temps en temps pour se rappeler des réunions de discussion à limite horizontale, hein, pas un monologue d'un directeur ou quoi que ce soit, mais une réunion horizontale juste pour se rappeler de ce à quoi sert le métier de conseiller Pôle emploi, que ce soit sur la partie accompagnement vers l'emploi, élaboration de formation, que sur la partie indemnisation, se rappeler quel est l'impact dans la vie des gens, tout simplement. Et là, ça redonne
non seulement du sens au travail, mais ça donne une très grande responsabilité à chaque conseillère, à chaque conseiller. Et je dirais même bien au-delà, cette responsabilité, elle est pour moi plus grande que n'importe quel directeur de Pôle emploi. Hein. Parce que chaque conseillère, chaque conseiller a des centaines de personnes à aider en permanence dans ce qu'on appelle son portefeuille. C'est pas forcément un très très joli terme. Et en plus de ça, bon, on rencontre d'autres personnes quand on inscrit, quand on est à l'accueil et qu'on reçoit des personnes qui passent. Donc il y a une très grande responsabilité pour chacune de ces personnes avec qui on est en contact. Voilà comment on peut remettre du sens et Comment on est recruté comme conseiller? Qu'est-ce qu'il faut, il faut quoi? Il faut des diplômes spéciaux? Comment ça se passe? Alors, jusqu'à la création de Pôle emploi, à la NPE, c'était sur concours. Donc c'était, je dirais que c'était très sérieux, dans le sens où, au départ, moi quand j'ai passé le concours, au départ, on était 6000 inscrits. Le jour de l'écrit, on était 4000. C'était très impressionnant. Moi, j'arrivais en fin de droit, et si je voulais éviter la fin de droit, il fallait que j'arrive dans les 25 premiers reçus. Donc quand j'ai vu ces 4000 personnes, j'ai dit... laisse tomber, c'est un truc de dingue, quoi. Et je commençais réellement à angoisser très fort. D'ailleurs, c'est grâce à ma conseillère ANPE, c'est elle qui m'avait parlé du concours, et c'est elle, quelque part, qui m'a quasiment sauvé la vie. Hein, puisque pour moi... Ça, c'était il y a 14 ans. Ça, c'était il y a 14 ans. Okay. Et j'arrivais en fin de droit, et j'imaginais difficilement ma vie en fin de droit, avec les charges que j'avais, etc. Donc je devenais très angoissé. J'ai connu plusieurs périodes de chômage et plusieurs types, je dirais, de périodes de chômage. J'ai connu des périodes de chômage où j'étais très bien indemnisé, où je craignais absolument pas de retrouver un emploi. J'étais commercial à l'époque, donc comme aujourd'hui, il y a toujours eu beaucoup d'offres d'emploi, etc. Et puis, par contre, en 2005, là, je voulais plus être commercial pour des raisons éthiques, pour des raisons quasiment politiques, et je savais plus du tout ce que je voulais faire. J'étais perdu. Et je voyais les semaines et les mois qui défilaient, et je me sentais un peu comme une vache qui regarde passer les trains. Je regardais la société qui travaillait, et je me sentais de plus en plus exclu. Et puis je voyais l'échéance de cette fin de droit qui arrivait, et là, j'avais vraiment les boules. Donc quand j'ai préparé pendant des mois ce concours à NPE, parce que voilà, c'était ma dernière chance et qu'il fallait absolument que j'arrive à trouver un poste. Mais le défi était incroyable, quoi. Quand tu arrives, tu as 4000 personnes à l'écrit. Donc après, je sais plus combien il y avait de personnes reçues à l'oral. Et quand j'ai terminé l'oral, le jury m'a fait comprendre que ça s'était très bien passé. Donc j'ai compris que j'allais certainement avoir un poste. Et quand je suis sorti de cette salle, je me suis effondré. Je me suis effondré en larmes parce que je savais que j'étais sauvé. Voilà. Voilà comment je suis entré. Et aujourd'hui. Et donc à l'époque, c'était sur concours. Donc voilà, c'était très. Comment dire il y avait une vraie sélection, mais plus quelque part on était passionné. Et moi, je me suis passionné dès la préparation du concours. Et donc plus on était passionné, plus on avait de chances de réussir, parce qu'on travaillait beaucoup pour réussir ce concours. Donc il fallait vraiment découvrir à l'avance tout l'univers du service public de l'emploi, etc. Donc quelque part, on se formait déjà avant même d'entrer. Donc on arrivait avec un bagage déjà, et ensuite on avait plusieurs mois de formation. Donc on peut dire à l'époque que c'était assez sérieux la formation d'un conseiller à NPE. Et ça s'est dégradé nettement, puisqu'à partir de la fusion, Pôle emploi est devenu un établissement de droit privé, un établissement de service public, payé intégralement par le public, il n'y a pas de service marchand à Pôle emploi, pour rendre uniquement donc des services au public, mais établissement de droit privé. Bon, on a récupéré ça de l'ACEDIC, qui était déjà une association de droit privé, d'ailleurs très opaque, dans le sens où moi j'ai cherché des infos sur le budget à l'époque de l'ACEDIC, j'ai rien trouvé sur Internet. Et aujourd'hui, par exemple aussi, pour trouver des infos sur le budget de l'UNEDIC, c'est très compliqué. Donc quand il y a eu la création de Pôle emploi, là le recrutement est passé de gré à gré, tout simplement. C'est-à-dire que chaque agence embauche qui elle veut, selon les critères qu'elle décide. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup de cooptation.
de la part de conseillers qui permettent à des amis, voire de la famille, d'être embauchés. Hein. Et puis, voilà, on n'est plus... Il n'y a pas de thèse de recrutement, etc. C'est vraiment, on reçoit des CV, on reçoit une personne, on papote avec elle, elle a l'air sympa, elle a l'air peut-être assez docile, et du coup on l'embauche comme ça. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, n'importe qui peut. Alors là, j'ai vu qu'habituellement, il y avait quand même ce critère de bac+2 pour être recruté comme conseiller. Là, j'ai vu que c'était descendu à bac+1 par rapport au recrutement des CDD. Voilà, donc si ça vous intéresse, hein, vous pouvez postuler. Et alors toi, qu'est-ce qu'on te reproche exactement à Pôle emploi? Pourquoi on t'a licencié? Ah, bah c'est alors. Ce qui s'est passé là ces dernières années. Ce qui s'est passé, c'est Parce que toi, t'es arrivé il y a 14 ans avec la fougue, l'envie, tu voulais défendre des valeurs. Donc s'ils avaient su ça vraiment au départ, ils t'auraient pas embauché. Hein? Et maintenant, dès que je suis arrivé à la NPE, je me suis dit, je vais essayer d'apporter le service que j'aurais voulu qu'on m'apporte de l'autre côté. Cela dit, moi j'ai toujours été bien traité par la NPE, j'ai pas eu besoin de la NPE pour m'aider à trouver du travail, j'étais commercial, encore une fois, il y avait plein d'offres, etc. Mais j'étais tombé sur des gens très charmants. Mais je connaissais évidemment toute la réputation de la NPE, qui aide pas à trouver du boulot, si tu cherches pas de boulot, bah, va à la NPE, etc. Toute cette imagerie. Donc je me suis dit, je vais essayer d'être fier de mon travail et de mon établissement et d'être très efficace parce que j'ai une mission de service public, je suis payé par les gens qui n'ont pas d'autre choix que de me payer et j'avais déjà conscience, donc, pour avoir vécu moi-même des périodes de chômage et de l'angoisse, que c'est un métier important avec un impact important sur la vie des gens. Donc je me suis dit dès le premier jour, je vais essayer de travailler aussi bien que j'aimerais qu'on travaille pour moi. Et puis d'ailleurs j'attends aussi dans les autres administrations qu'on travaille bien aussi pour moi comme usager. Donc voilà, jusqu'en 2014 tout allait bien. Je travaillais beaucoup, voilà. Et puis, j'ai découvert cette première anomalie qui est la privation pour les intermittents du spectacle, la privation d'informations sur l'aide de fin de droit quand on arrive en fin de droit, qu'on n'a plus le droit à rien, ni à un renouvellement d'intermittence, ni à la clause de rattrapage, ni à la clause de sauvegarde, ni à l'AFD, ni à l'APS, quand on a le droit à plus rien. Tout ça vous parle, tout ça, tous les sigles qu'il a donnés? Oui, ça parle à une personne. Si, oui, devant ça va aussi. Moi, j'y connais rien, hein, mais je vais pas rentrer. Après, je suis pas concerné plus bref, que ça. Il y a plusieurs pour les intermittents qui arrivent en fin de droit. Il y a plusieurs solutions en fait de secours un petit peu. Et puis quand il y a aucune de ces solutions mobilisables pour la personne, eh bien voilà, les droits sont terminés, il n'y a plus rien. Et en réalité, pour la plupart des intermittents, il y a quelque chose, c'est l'aide de fin de droit, c'est 324 €. C'est pas énorme, c'est versé une seule fois, mais ça remplit bien le caddie quand même. Hein, on va dire que c'est une petite poire pour la soif, ça remplit bien le caddie, le temps notamment d'ouvrir des droits au RSA par exemple, ou tout simplement de boucler ces 507 heures pour ouvrir de nouveaux droits à l'ARE. Sauf que cette aide de fin de droit, on ne peut l'obtenir qu'après avoir rempli un dossier de demande d'allocation de solidarité spécifique, qui est un minimum social comme le RSA. Donc on remplit ce dossier, Pôle emploi l'étudie et généralement il n'y a pas les conditions pour un intermittent du fait des parcours des intermittents. Donc Pôle emploi remet un courrier qui dit non, vous n'avez pas le droit à l'ASS, et c'est ce courrier-là qui permet d'avoir les 324 €. Eh bien j'ai découvert en 2014 que pour tous les allocataires du régime général, ce courrier, le dossier ASS, il part automatiquement. La personne arrive en fin de droit, 30 jours avant, tac, le dossier, le système informatique envoie le dossier. Mais pas pour les intermittents. Aucun. Il n'y a jamais eu d'explication. Alors c'est une obligation pour Pôle emploi d'envoyer ce dossier. Donc moi j'ai alerté ma hiérarchie évidemment, et ma hiérarchie donc a dit à Pôle emploi Service, écoutez, on risque d'être attaqué juridiquement pour défaut d'information.
Il y avait eu l'histoire à l'époque d'une dame en 2012, on ne l'avait pas informée sur une allocation de pré-retraite, on va dire. Et puis quand elle l'a découvert, donc elle a attaqué au tribunal administratif, elle a gagné et donc elle a eu le versement rétroactif. Donc on risquait aussi plein de problèmes juridiques par rapport à cette aide de fin de droit. Donc Pôle emploi Service a dit ouais, ok, bon, bah on va l'envoyer au coup par coup, à la main, voilà. Donc je pense que c'était juste pour la Bretagne, puisqu'à l'époque, voilà, c'était géré à Sénaux, hein, en Savoie. Et ça a toujours été quand même régionalisé, hein, au niveau de PES. Il y a des gens qui s'occupent de la Bretagne, des gens qui s'occupent de l'Occitanie, etc. Et je pense que juste pour la Bretagne, pendant quelques mois, ils ont joué le jeu. Ils envoyaient effectivement le dossier à SS. Et puis au bout de quelques mois, ils ont arrêté sans explication. Voilà. Et puis moi surtout, donc à un moment, je me suis dit, bon, le plus simple à la limite, c'est que j'informe tous les intermittents de ce droit potentiel, si jamais ils arrivent en fin de droit. Et puis le cas échéant, ils feront eux-mêmes la demande à Pôle emploi Service. Hein, puisque Pôle emploi Service manifestement ne veut pas envoyer ce dossier. Donc chaque intermittent, il appellera, il dira, voilà, je suis en fin de droit, je veux le dossier à SS. Bon. Donc j'envoie cette information purement technique, hein, il n'y avait aucune formulation sulfureuse, polémique, quoi que ce soit. Hein. J'envoie un mail groupé donc à l'époque aux 7000 personnes potentiellement concernées par l'intermittence. Et là, clairement, ça m'a été reproché. Donc j'ai eu un entretien de recadrage par la directrice départementale, qui était ma N+3. Hein, donc c'était pas rien, c'était pour vraiment m'impressionner. Et me dire, tout ce qui concerne les allocations pour les intermittents, tu n'en parles pas du tout. C'est Pôle emploi Service qui gère. Et tu ne dis rien, toi. Voilà, donc on a essayé de me faire taire, et dès lors j'ai compris en fait que la direction était capable de couvrir une pratique généralisée de spoliation de droits. Et donc j'ai commencé à me méfier de tout. Et puis petit à petit, j'ai découvert d'autres anomalies, certaines qui concernaient les intermittents du spectacle, d'autres qui concernaient les allocataires en général. Certaines qui concernaient que la Bretagne, d'autres qui concernaient tout le territoire national. Et puis, à chaque fois, j'ai suivi j'ai suivi le chemin normal d'un salarié, c'est-à-dire qui d'abord en parle à sa hiérarchie, hein, qui suit le circuit ordinaire, et puis il se passe rien. Et puis, quand la loi Sapin de protection des lanceurs d'alerte est entrée en vigueur au 1er janvier 2018, donc ça faisait déjà 4 ans, moi, que je bouillonnais parce que je me sentais coincé. Je n'arrivais pas, moi tout seul, à faire changer, à faire bouger la machinerie Pôle emploi au niveau national. Bon, ce qui paraît finalement assez logique, assez normal. Je sentais que je n'avais absolument pas l'écoute de la ligne hiérarchique. Et donc je me disais, voilà, un autre moyen, enfin, d'être protégé et de pouvoir, si nécessaire, s'il le faut, tout révéler au public sans être inquiété par rapport à mon poste. Bon, raté, j'ai été licencié. Et ce qui a donc évidemment qu'à partir du moment où j'ai écrit des articles, et Pôle emploi n'a jamais nié, techniquement, jamais nié tout ce que j'ai révélé. Et non seulement ça, mais bon, de toute façon, j'ai toutes les preuves, et puis les preuves, c'est aussi tout simplement les dossiers des usagers concernés. Et puis tous mes collègues, notamment les collègues indemnisation, m'ont dit ouais, c'est vrai, ouais. Bah oui, on savait, ouais. Bon. Après, la question, c'est pourquoi, sur les 54 000 salariés de Pôle emploi, personne n'a jamais rien dit avant. Quoi, les syndicats n'ont jamais rien dit avant. Bon. Mais après, bon, peu importe, ça y est, c'est fait. Et puis moi, j'ai payé, pas de ma personne, mais bon, j'ai payé de mon poste. Mais je savais de toute façon depuis le départ que c'était un sacrifice. J'ai pas été augmenté pendant des années et des années. On m'a privé de toute augmentation, toute prime, etc. Voilà, bon, c'était un vrai sacrifice. Ça peut paraître surprenant de nos jours que quelqu'un se sacrifie pour la chose publique, mais bon. Et puis, donc évidemment qu'à partir du moment où j'ai révélé toutes ces choses, là je devenais la bête noire, hein, pour la direction de Pôle emploi, et il fallait trouver un moyen de me dégager très vite pour que je ne puisse plus
avoir accès aux dossiers des usagers, aux documents internes, que je ne puisse plus découvrir de nouvelles choses et les révéler. Donc je savais très bien, enfin j'imaginais, j'ai toujours pensé naïvement que ça pouvait se passer autrement. À chaque fois que je signalais une anomalie à ma hiérarchie, j'ai toujours pensé naïvement qu'elle pourrait être corrigée. Ben non, jamais. Et donc voilà, j'avais bien évidemment imaginé qu'on pouvait en arriver à un licenciement totalement abusif, mais voilà, que ça pouvait m'arriver. Et même avec la loi Sapin. Donc après, maintenant, pour ce qui est de ma personne, voilà, ça va se jouer sur le champ judiciaire. Hein. Donc je vais engager d'abord une procédure en diffamation, puisque cerise sur le gâteau pourri, cerise infâme sur le gâteau pourri, après m'avoir donc licencié pour faute grave uniquement par rapport à des actes métiers pour lesquels, selon la direction de Pôle emploi, je ne respectais pas la réglementation, alors qu'en réalité, ils n'ont apporté aucune référence qui démontre ça. Mais il n'y en a aucune, puisque moi j'ai bien vérifié avant que j'avais bien le droit de faire tout ce que j'ai fait. Et puis, une fois le licenciement, bah là, ils se sont mis carrément à me diffamer, à me décrire comme un collègue abominable, avec des altercations très fréquentes, quelqu'un de violent, etc., qui enregistrait ses collègues, qui transformait les propos de ses collègues, qui les menaçait, etc. Donc là, il va y avoir, je vais attaquer le directeur régional en diffamation. Et puis, naturellement, je vais saisir les prud'hommes. Mais bon, là, voilà, c'était juste sur... Parce qu'après, j'ai vu qu'on t'avait, en fait, on te reprochait aussi de gérer des dossiers de personnes qui n'étaient pas dans ta région. C'est ça? Oui, bien sûr. De leur apporter des informations. Alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, dès lors que j'ai commencé à écrire des articles et que ça a été médiatisé, j'ai reçu des centaines et des centaines de sollicitations de toute la France métropolitaine, département d'outre-mer, de plein de gens et principalement pas d'intermittents d'ailleurs, qui m'ont appelé au secours, qui étaient en difficulté avec leur agence Pôle emploi depuis des semaines, depuis des mois, certains même depuis des années. Donc des centaines et des centaines de mails sur ma boîte perso, sur Messenger, sur Twitter. J'ai même carrément reçu un courrier dans ma boîte aux lettres. Quelqu'un trouvait mon adresse et m'a écrit. C'était un papa qui m'écrivait pour aider son fils qui était en difficulté. Donc j'allais pas les laisser tomber. Et puis à aucun moment, donc j'ai dit à ma hiérarchie, j'ai toujours travaillé dans la plus grande transparence. J'ai dit que j'avais reçu toutes ces sollicitations et que c'était manifestement des situations d'urgence, de détresse, et que donc du coup j'en faisais l'une de mes priorités. L'autre de mes priorités, c'était de répondre à toutes les questions des gens dont je suivais le dossier à Rennes, qui m'écrivaient un mail et j'essayais de répondre au plus vite. Mais l'autre priorité, c'était d'étudier la situation de ces gens qui m'avaient appelé au secours, de regarder, d'analyser leur dossier et puis de leur apporter la réponse, de les sortir de là. Et ça a fonctionné. Pour la plupart, ils ont pu récupérer des milliers d'euros, certains. Et ma direction m'espionnait. À aucun moment, ma direction m'a dit « Ok, écoute, si tu as ces sollicitations, voilà ce que tu vas faire. Tu les envoies à telle personne, ou on va faire comme ci, comme ça. » Non, rien. Ah, ok. D'accord. Tu réponds à des gens de toute la France. Ok. Voilà. À aucun moment, on m'a dit « Tu n'as pas le droit. Si tu continues, on va te sanctionner. » Non. À aucun moment on m'a dit écoute, on va définir un plan d'action parce qu'effectivement on est dans une situation très exceptionnelle, voilà, et donc on va faire comme ci comme ça pour débloquer. Non, on m'a laissé continuer et petit à petit il faisait des copies, m'espionnait, il mettait tout ça dans un dossier qui a fait 100 pages au final. Plein de copies de mails, mais qui ne démontrent aucune faute. C'est juste les réponses que j'apporte aux gens, qui encore une fois sont des réponses parfaitement bien formulées de manière professionnelle. Il n'y a rien de polémique, rien de sulfureux, etc. Pas de jugement sur Pôle emploi, etc. Non, très technique, factuel, etc. Mais parfois, il fallait... Bon, j'estimais que c'était le plus efficace, c'était d'écrire directement à l'agence pour sortir une personne de son problème. Donc, et je suis tombé sur des agences, sur des gens très bien qui ont dit ah ok, c'était réglé dans l'heure qui suivait. Donc l'usager hallucinait et depuis des mois il était bloqué, il touchait à rien. Puis là, en une heure,
Tac, je disais à la personne, bon, il y a 4 000 euros qui va, qui va sortir dans quelques jours. Bon, c'est assez, j'imagine, assez consternant pour les gens. Et puis, d'autres agences qui, au lieu de s'intéresser à l'usager en difficulté, ont rien trouvé de mieux que de me dénoncer à ma hiérarchie et de dire ouais, qu'est-ce qui vient se mettre son nez dans nos affaires à Chambéry ou je sais pas à Dunkerque alors qu'il est de Rennes, sous-entendu recadrez-le quoi. Dites-lui d'arrêter de fourrer son nez dans nos carambouilles quelque part. Donc voilà, et puis voilà, ça a bien marché hein, puisque j'ai donc fini par être licencié. Mais alors je voudrais revenir, voilà, sortir un petit peu de ma situation personnelle. Ouais, j'ai oublié de dire, mais si Anne-Lise, tu as des questions, tu peux poser tes questions. Il n'y a pas de souci. Voilà. S'il y a des questions qui arrivent, Anne-Lise, feu. Il y a un micro là-bas, et puis moi je peux faire passer celui-là aussi. Voilà. Ouais, mais c'est mieux dans le micro parce que comme on enregistre tout. Non, là, si la question me gêne, je ferai semblant de ne pas l'avoir comprise. Il faut parler proche du micro. De toute façon, après, on a des lingettes, on va les nettoyer. Merci. Oui, j'avais une question sur la solitude que tu as eue dans cette quête. Je suis surprise, en fait, que personne de tes collègues, enfin, qu'il n'y ait pas eu, tu vois, des alertes qui vous aient rassemblés quelque part. Il y a personne. Tu étais seul. Oui, très seul. Et comment dire, pour le moins désolé par le fait que je ne trouvais pas d'écoute parmi mes collègues, effectivement. Non seulement ça, mais je me rappelle d'une réunion où j'étais intervenu pour dire que voilà, ce qu'on faisait n'était pas conforme à la réglementation, etc. Je m'étais fait huer par quelques collègues. Alors, bon, tout ça s'explique par différentes choses. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que l'idée, ma démarche, c'est pas du tout de fustiger mes collègues, de fustiger les conseillers. Encore une fois, c'est au management de faire son travail. Et aujourd'hui, il n'est pas bien fait du tout à Pôle emploi. Mais bon, effectivement, mes collègues se souciaient pas trop de ces sujets, appliquaient eux-mêmes les consignes. Donc porter préjudice à des usagers. Voilà, et puis pour finir, ils ont été très dérangés par ma médiatisation, je parle de mes collègues de mon agence, hein, qui leur donnaient le sentiment voilà, que j'étais mis en avant moi, et que j'étais le seul à bien faire mon travail, et que du coup ça dénigrait tout le travail des autres, etc. Et donc il y a eu une cabale qui s'est organisée tout début 2020, et d'où je pense voilà, toute cette calomnie qui est venue, voilà, qui a été fabriquée peut-être par des collègues conseillers, mais avec, je pense, la participation très active de la direction d'agence et puis de la direction en général. Oui, bien sûr, on peut être surpris. Bon, après, voilà, ce qu'il faut voir aussi, hein, la décharge de mes collègues, c'est que la plupart sont mères ou pères de famille, etc. Ne veulent pas se mettre en danger. Moi, j'ai, entre guillemets, la chance d'être célibataire sans enfant. Hein, donc, je pouvais me sacrifier parce que je ne sacrifiais que moi. Comment ? Ouais, non mais bon, du coup, j'avais, bon, c'est pas une chance, mais plutôt entre guillemets une opportunité, une plus grande liberté, cas personnel, voilà, de dire bah plus oui, grande faculté de me mettre en danger, et voilà, et puis j'ai payé. Effectivement, j'en ai pris plein la tête. Ça a nui à ma santé, etc. Mais et puis tu as la moustache. Et non. Depuis, ça c'est une coquetterie de confinement. Et voilà, donc bon, c'est compréhensible, mais c'est vrai que mais il n'y a pas qu'à Pôle emploi. Amandine et puis elles en reparleront tout à l'heure. Parlait hier soir de la CPAM où j'ai retrouvé exactement un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que et là je voudrais justement revenir un peu au service rendu par Pôle emploi, parce qu'avant même d'imaginer des nouveaux droits, des nouvelles règles, bon Samuel dort, mais bon c'est dommage parce que je pense qu'il est. Mais il va se réveiller. Ah.
Non, non, parce que je sais que voilà, Samuel fait beaucoup de propositions, etc. Et puis c'est un peu d'ailleurs l'action de la CIP de proposer des nouveaux droits. Mais déjà, la première chose, c'est qu'on fasse respecter les droits existants, qu'on fasse respecter les règles existantes et la loi en général, et notamment l'égalité de droits des citoyens par rapport à un service public. Ça, c'est constitutionnel et ça vient même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ça peut paraître des grands mots ou un vieux texte, mais ça n'empêche que c'est très important, qu'il y a eu des inégalités de droits, par exemple, entre quelqu'un qui habite à un hameau qui est en Bretagne et puis son voisin d'en face. Et lui, il est en Pays de la Loire et lui, il a des droits supérieurs à son voisin. Ben, ça colle pas. Il n'y a pas de République de Bretagne, de République d'Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Mais aujourd'hui, le comportement, en fait, des directeurs à Pôle emploi et semble-t-il également à la CPM, qui donnent donc des consignes après aux conseillers qui sont un peu obligés sous la menace sous la menace notamment de finir comme le pauvre Yann Godin, mais on a affaire à des gens qui considèrent être maîtres total de leur périmètre, comme ils disent. Donc ils font la loi comme ils veulent, ils se sentent tout puissants. Un directeur départemental à Pôle emploi estime qu'il a tous les droits, qu'il peut tout faire, c'est son territoire à lui. Voilà. Et le directeur régional, c'est son territoire à lui. Voilà. Ils ont complètement oublié le principe républicain, toutes les lois qui sont bien au-delà, bien au-dessus de leur petite responsabilité. Donc c'est grave, on a affaire à des shérifs, voilà, comme au temps du western, et si peut-être on avait pu me mettre un coup de revolver, peut-être qu'il l'aurait fait. Non, mais enfin, ça tient, c'est grave, c'est gravissime. En France, l'état de droit. Oui, moi, je trouve ça choquant. En fait, je ne comprends pas. Je sais, à quoi sert Pôle emploi si c'est pas à défendre les personnes qui sont là, qui se retrouvent à la rue, au chômage, et qui ne sont pas au courant. La plupart du temps, on n'est pas informé. On arrive, on n'y capte rien. Et moi, souvent, les retours que j'ai, même quand j'y suis allé, moi, j'ai été un petit peu, j'ai eu du chômage, j'ai eu un peu de RSA, où les collègues qui y vont, c'est même mon conseiller, c'est un teubé. Il comprend rien. Il sait pas, machin. J'ai même des potes qui vont me donner des informations que lui, il a pas. Et c'est vrai. Souvent, c'est mon conseiller, il y comprend rien, il sait pas, et machin, il comprend pas ce que je fais. Il me propose des trucs qui ont rien à voir avec mon métier, avec ma formation. Patrick, je peux pas Comment te ça laisser, se fait Comment ça se fait, bordel Pourquoi on n'est pas défendu? Ouais, mais je peux pas te laisser dire, mon conseiller. Enfin, mais à teubé, voilà. Ouais, c'est non, gentil quand mais- je dis ça. Non, mais encore une fois, bon, on recrute à bac+2 ou bac+1. Bon, il y a un minimum de matériel intellectuel. Voilà, il n'est pas forcément teubé, mais par contre, il n'est pas aidé du tout, certainement, par son management. Pas stimulé non plus, pas ses compétences sont pas mises à jour, pas entretenues, ou j'en sais rien. Mais non, je pense que lui, personnellement, il n'est pas spécialement teubé. C'est son taf, mais il va pas plus loin. Et quand tu vas plus loin, quand tu renseignes vraiment les gens et quand tu les aides, eh ben on te dit, attendez, vous n'avez pas à faire ça. Eh ben quoi, tu dis toi-même, c'est la loi. Il y a des lois qui sont là, il y a des aides qui existent. Ben pourquoi on les donne pas? Ce matin, je lisais un tweet et ça concernait Anthony Smith, l'inspecteur du travail. Et quelqu'un disait, ouais, ça va, de quoi tu te plains, on est dans un état de droit, donc tu saisis la justice, tu fais un recours, voilà. Et moi, j'ai répondu à ce type-là, oui, on est dans un état de droit, j'espère, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a plus que la violence après, hein. Un état de droit, mais ce qui serait bien mieux encore, c'est le droit dans l'État. Hein, c'est que l'État et autres services publics respectent le droit à la fois pour les salariés et évidemment pour les usagers. Hein. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment se mobiliser. On en a déjà discuté avec les camarades de Bretagne pour exiger notamment qu'il y ait des services justement spécialisés pour le public des arts et spectacles, hein, parce que avant il n'y avait que moi en Bretagne, maintenant il n'y a plus personne, hein, donc c'est tellement des métiers, bon voilà, tout le monde le sait, tellement spécifiques, compliqués, etc., que n'importe quel conseiller ne peut pas honorer les obligations de Pôle emploi. Les missions de Pôle emploi, elles sont inscrites dans le Code du travail.
Donc ce sont des obligations. Si Pôle emploi n'honore pas ses obligations, ce pourquoi on les paye, eh bien, il faut intervenir et s'il le faut, il faut recourir à la justice pour obliger Pôle emploi à faire son travail. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une agence complète pour les arts et spectacles, en tout cas pour le spectacle, parce que il y a aussi les artistes-auteurs, ils sont généralement assez abandonnés et livrés eux-mêmes et ils ne fonctionnent pas en réseau, eux. Donc ils sont isolés, il y en a qui ont un talent fabuleux, mais personne n'en saura jamais rien parce qu'ils n'arrivent pas, c'est pas des gens qui savent bien se vendre, bien vendre leurs œuvres. Et donc voilà, peut-être qu'ils seront célèbres quand ils seront morts, mais en attendant, ils auraient besoin d'aide, ils ont aussi il y a des dispositifs spécifiques. Et quand je parlais d'information justement par rapport aux artistes-auteurs, un artiste-auteur, il peut cumuler intégralement la vente de ses œuvres avec ses allocations chômage. Il y a une instruction depuis 2015 à Pôle emploi. Eh bien, cette instruction-là, elle est très, très, très méconnue des conseillers Pôle emploi, et pour cause, elle est quasiment introuvable dans le système d'information. Donc voilà pourquoi après, quelqu'un peut dire mon conseiller est teubé. Il me dit que je dois déclarer mes revenus. Excuse-moi Patrick. Non, mais oui, on me l'a dit. Hein. Je suis très mauvais en plus, je suis en caricature. Non, mais teubé, tu l'as bien dit. Mais il y a Anne-Lise qui avait une question. Voilà, là, tu vois. Anne-Lise à barbe ou Anne-Lise là, non, ouais, ici. Selon, non, pas de barbe. Peut-être, Voilà. je ne sais pas, non. C'était pour rebondir sur ce que tu disais, Patrick. Ah mince, faut pas dire teubé, c'est ça. Pardon ? On n'a pas le droit de dire teubé. Ah oui, mais ça. Oui, non, c'était pour revenir sur cette fusion ACEDIC à NPE qui a fait justement. Tu dis, mon conseiller, les conseillers connaissent pas. Oui. Ça, Yann, je pense que tu pourras aller dans ce sens-là. Il faut dire qu'ils se sont retrouvés avec des dossiers, et je plaide pas pour Pôle Emploi particulièrement, mais moi j'ai toujours été relativement bien accompagnée. J'ai toujours eu des conseillers qui étaient chouettes. Et je le souhaite à tout le monde. Je crois qu'ils ont une charge au niveau des dossiers et forcément des gens qui sont de tout univers qui fait que ça semble compliqué de gérer correctement les individus. Ça reste des humains et je crois que quand tu charges le système, c'est vraiment ça en fait. C'est pas ces pauvres gars qui se retrouvent avec moi, j'ai fait 180, c'est combien 180 idée, comment tu Non, dis moi j'avais en tout 400, près de 450 oui, mais dossiers. de base, avant la fusion, t'avais combien 400 dossiers Avant la fusion. Ah ouais. Avant la fusion. Oui, avant la fusion, tu gérais 400 dossiers. J'ai l'impression que ça a été multiplié quand il y a eu fusion. Non, pas spécialement. Le nombre de demandeurs d'emploi était toujours le même. Non, mais non, mais de gérer, d'accord, mais de gérer des dossiers différents. Dans ton Est-ce que ça a augmenté ? Est-ce que ça a augmenté Nos portefeuilles augmentent en fonction de l'augmentation, à peu près en fonction de l'augmentation globale du nombre de, mais si tu as 1000 TEFM, comme on dit. Si tu as 1000 personnes qui arrivent, tu peux pas gérer 1000 dossiers, c'est pas possible. Alors, on peut gérer une fois 1000 dossiers, mais on ne peut pas gérer... Ouais, voilà. 1000 fois 1000 dossiers. Est-ce qu'il n'y a pas un nombre maximum de personnes à suivre ? Et non. D'ailleurs, à un moment, c'était rigolo parce qu'on avait le site pôleemploi.org, c'est un site très méconnu où il y a plutôt des statistiques. D'ailleurs, il y a des statistiques très intéressantes sur l'intermittence qui sont publiées chaque trimestre. Et c'est un site aussi qui présente l'institution et les métiers. Et je me rappelle, elle présentait le nombre de demandeurs d'emploi par portefeuille. Il y a 3 catégories, 3 genres de suivi. Il y a un suivi, on va dire, assez light pour ceux qu'on estime les plus autonomes. On pense qu'ils vont retrouver rapidement un emploi. Donc, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'accompagnement suivi. Et là, on peut avoir des portefeuilles qui montent à 1000 et plus de 1000. Il y a ensuite l'accompagnement guidé, on va dire que c'est l'accompagnement standard, et puis il y a l'accompagnement renforcé pour les moins autonomes, etc. Les chiffres annoncés par Pôle emploi.org étaient même pas la moitié de la réalité, quoi. En réalité, ou le tiers, même. C'était assez, quelque part pour nous, c'était assez choquant parce qu'on fait croire au public que, genre, moi j'avais 150, je crois que c'était ça d'ailleurs pour un portefeuille guidé, c'était 150 personnes, j'en avais 450. Oui, donc 3 tu fois vois, plus. c'est l'erreur que je fais en fait. C'est 150, ce que je croyais que vous aviez au départ, et la réalité, ce qui était.
Mais, Fois mais, deux, mais, quoi. mais tu as complètement raison. Alors après, quand on est sur des métiers où pour trouver un emploi, on fait un CV, une lettre de motivation, on passe un entretien d'embauche dans des métiers où il y a des offres sur pôle emploi.fr et on en trouve aussi sur les job boards ou par intérim, etc. Des métiers où on connaît, où il y a... Enfin, voilà, il y a plein de métiers où on peut y arriver, même si on a plein de gens de métiers différents. On peut y arriver quand même à donner un conseil à peu près pertinent, utile, etc. Mais pour certains métiers très techniques, si on ne connaît pas, soit on dit plein de bêtises, mais ce qu'il faudrait en réalité, c'est dire bah, je ne sais pas, mais c'est pas très confortable pour le conseiller qui a l'impression d'un coup d'être neuneux, d'être teubé. C'est ce que je disais. Hein. Et puis quelque part de pas honorer Ni plus ni moins. et quelque part de pas honorer sa mission. Donc le mieux, l'idéal, pour pas mettre ses conseillers en difficulté et pour pas leur faire perdre de temps à aller chercher des informations parce qu'ils n'ont pas la réponse à la question, etc., c'est d'avoir quelques conseillers spécialisés pour la région. Voilà, moi je demandais 2-3 conseillers où l'idéal c'était 4, un par département breton. Pour recevoir en entretien physique et puis voilà pour donner de l'information, être proactif, etc. Tout ça, j'ai essayé de le faire, d'être en veille de toutes les informations qui pouvaient être utiles au public des arts et spectacles. Voilà, donc moi je pense qu'il est grand temps de se fédérer. Alors je pense qu'on va en parler cet après-midi et peut-être aussi demain dans les ateliers, mais de se fédérer au-delà même de la CIP, de se fédérer un maximum pour vraiment que les choses changent. D'abord, à la fois évidemment d'abord pour les usagers du service public, de l'administration, et puis aussi pour les salariés. Il va falloir s'organiser, avoir une stratégie et définir un plan d'action. Donc ça c'est plutôt demain, je crois, en atelier qu'on va définir un plan d'action. Parce que, bon, de toute évidence, ça ne viendra pas spontanément de Pôle emploi et ça ne viendra pas non plus du ministère, en tout cas pas jusqu'en mai 2022. Et puis pour terminer, peut-être, donc à la fois pour faire la synthèse, je répondrai à la question ensuite, pour faire la synthèse entre ma situation et puis les services rendus par Pôle emploi. Donc là, je m'apprête à créer avec quelques autres camarades, à créer une association qui aura pour objet de continuer à porter assistance à tous les usagers en difficulté sur leurs dossiers individuels et peut-être les accompagner aussi dans le recours juridique, les orienter vers un bon avocat, etc., bien les informer sur tous leurs droits et les possibilités de recours, etc. Et puis en même temps, être en veille et recevoir des alertes, donc à la fois des usagers et aussi de salariés en poste. Donc on commence à s'organiser aussi un petit peu comme un réseau de résistants avec des collègues qui eux sont toujours salariés de Pôle emploi, qui sont toujours en poste, mais qui sont absolument pas d'accord. Et je vous souhaite d'ailleurs de tomber sur ces conseillers-là, parce qu'en général, ils ont des vraies valeurs, ils ont l'envie de très bien faire leur travail, et ils sont absolument pas d'accord avec la machinerie Pôle emploi telle qu'elle est aujourd'hui, et le traitement qu'on réserve aux demandeurs d'emploi. Donc on va continuer, à être en veille, à sortir des sujets, etc. Donc ça fait partie d'une organisation avec aussi d'anciens salariés de Pôle emploi, et puis les usagers, tous les partenaires, les assos de défense des chômeurs, et notamment celles qui siègent au comité de liaison départemental, qui est un truc très peu connu, et qui a ses limites, puisque généralement, sur l'indemnisation, ils disent non. Moi, j'ai eu le cas là récemment, il y a une dame qui est en difficulté par rapport à ses allocations. Je lui dis, écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'on vous explique votre dossier, mais je ne peux pas, moi, vous habitez loin, je ne peux pas vous accompagner à l'agence, dans votre agence. Donc, contactez l'une des orgas du comité de liaison et puis trouvez quelqu'un qui va vous accompagner physiquement en agence. Sauf que la réponse qui lui a été faite par une orga, c'est « Ah ben non, nous, on accompagne juste sur la partie recherche d'emploi, mais pour les allocations, voyez avec votre conseiller. » Donc on n'en sortira jamais. Donc l'idée, c'est de proposer, par exemple, à toutes ces orgas, de m'adresser les gens qui sont en difficulté sur des points techniques de réglementation, etc.,
d'adresser à l'asso. Dans un tout premier temps, je vais être un peu seul à proposer des entretiens téléphoniques, notamment, comme je le fais toujours, hein, mais à titre bénévole là, actuellement, mais je continue. Tous les jours, j'ai en moyenne 2 personnes au téléphone par rapport à leur dossier. Voilà, et puis on verra comment, notamment avec les camarades bretons, comment ça peut s'articuler avec la CIP notamment. Donc il y avait 2 petites questions. Anne-Lise, au fond, Anne-Lise Casquette. Hein. Merci Yann. Juste, je pense que dans la réflexion sur l'histoire de Pôle emploi, il y a des grands oubliés, c'est les chômeurs eux-mêmes en fait. Et notamment sur le fait, cette doxa qui est devenue, bon, tu vas nous entendre parler, défoncer la politique de l'emploi à tout prix. Voilà, c'est-à-dire que est-ce que le but d'un service de chômage, il est d'activer des chômeurs, de transformer des chômeurs en demandeurs d'emploi, de radier des gens qui ne font pas assez preuve d'efforts pour retrouver un emploi, alors que, je vais te faire un parallèle c'est par rapport à l'exemple que tu as donné tout à l'heure en tout début, hein, d'accord. Si demain je fais une crise cardiaque dans la rue, le médecin ne conditionnera pas mes soins au fait de me mettre au sport. Et que c'est peut-être ça qu'il faut revoir. À un moment, il y a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Est-ce que vous-même, est-ce que tu n'as pas l'impression que les conseillers Pôle emploi eux-mêmes sont pris dans une sorte de doxa qui fait qu'il n'y a pas besoin de radier directement, de faire une politique de radiation. Tout ce qui est mis en place suffit. Voilà. Je fais un complément, Yann, pour dire qu'effectivement, j'étais assez étonné de ton... Mais ça ne m'étonne pas. Enfin, c'est pas que ça ne m'étonne pas. D'abord, bravo pour ce que tu fais, bravo pour ta résistance, bravo pour ton combat. Et voilà. Et c'est effectivement dommage quand même qu'il n'y ait pas eu plus de soutien de l'intérieur. Mais je trouve que sur cette histoire-là, pas sur le reste, sur cette histoire-là, tu as effectivement reproduit la grande doxa, le grand bourrage de crâne de Pôle emploi, à savoir cette histoire de demandeurs d'emploi. Non, c'est des chômeurs, demandeurs d'emploi. Après, pourquoi pas quémandeurs d'emploi, pourquoi pas suppliants d'emploi. Voilà, cette politique d'emploi à tout prix nous fout droit dans le mur. Je vais essayer de le démontrer tout à l'heure. Et c'est surtout que toi qui es à cheval sur l'égalité, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Parce que nous, intermittents du spectacle, on nous demande, moi, ça fait 30 ans que je suis à Pôle emploi, on ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Je ne suis pas convoqué par un conseiller pour me demander de prouver que je recherche un emploi. Et moi, comme intermittent du spectacle, je dis oui, j'ai le droit de refuser un emploi et je le revendique. Je revendique le refus de l'emploi. Je le revendique. Et donc ce droit qui m'a accordé comme effectivement intermittent du spectacle, inscrit à Pôle emploi, comme donc demandeur d'emploi dans les termes de Pôle emploi, terme que je n'accepte pas, je suis un chômeur. Quand je ne travaille pas, je suis un chômeur. Je ne suis pas un demandeur d'emploi. Mais dans les termes qui sont demandeurs d'emploi, je ne vois pas, et je vais aller contre mon camp là, je ne vois pas pourquoi, à ce moment-là, puisque tu parles de radiation des 2 personnes, pourquoi on ne me le demande pas à moi? Je veux dire, on est exactement dans le dossier là qui nous occupe tous. Pourquoi est-ce qu'on octroie une prolongation des droits jusqu'au 31 août 2021 à des intermittents du spectacle, et pourquoi on les refuse à tous les autres intermittents de l'emploi qui travaillent comme nous dans la discontinuité? Donc là, on est dans une discrimination positive, et au nom de cette discrimination positive, j'aimerais que les autres chômeurs soient traités comme nous, à savoir qu'on ne les fasse pas chier avec cette réactivation et ces contrôles et ces demandes. Je le dis parce que je ne voudrais pas qu'on en arrive comme en Suisse, je bosse de temps en temps en Suisse, avec des comédiens suisses qui sont effectivement quasiment plus fliqués que les demeureurs d'emploi, entre guillemets, classiques du régime général suisse, puisque n'importe quel comédien suisse doit aller voir son conseiller une fois par trimestre et doit lui montrer au moins 25 demandes d'emploi. Et donc, c'est inutile de vous dire que c'est extrêmement détourné, c'est-à-dire que c'est des demandes bidons. Hein. Il a 25 numéros et emails de metteurs en scène bidons, ils ont des listes, ça tourne, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. Il dit, voilà, j'ai demandé à machin, qui m'a dit, non, j'ai pas de boulot comme acteur pour toi. Voilà. Donc on arrive là, et effectivement, en Suisse, là, il y a eu une discrimination, j'en arrête là, avec ces histoires d'activation. C'est que, suivant les conseillers à qui ils ont affaire, par exemple sur Genève, il y a une vingtaine de conseillers, et suivant les conseillers, donc il y a des conseillers cool, qui les emmerdent pas, et des conseillers qui sont très pointilleux,
et qui vérifie vraiment que toutes les demandes, etc., avec effectivement possibilité de couper les allocations si jamais le nombre de demandes. Voilà, c'est Daniel Blake de Ken Loach, avec si tu n'as pas fait le nombre d'heures sur l'ordinateur toute la journée pour avoir le nombre de demandes, eh bien, tu es radié. Voilà. Ok. Merci, c'était Samuel qu'on va entendre là dans pas longtemps. Là. Donc, on a presque fait la transition, mais vas-y, je t'en prie. Ouais, bah alors, je crois qu'un conseiller Pôle emploi doit être ni cool, ni dur. Il doit être juste. Moi, je ne crois pas non plus, je vais te rassurer, je ne crois pas à la vertu de la contrainte, de la coercition, de la menace. Il y a un truc qui me choque, par exemple, c'est que quand Pôle emploi génère par le système informatique une proposition d'offre, il y a systématiquement la menace de radiation qui est indiquée dessus. C'est à la fois il y a quelque chose de salutaire, de bienveillant. Je vous propose un travail, et puis en même temps c'est attention, hein, il faut l'accepter ce travail, sinon je vais vous en mettre une. Donc oui, ça va pas du tout. Et je pense que si on était plutôt dans l'incitation, dans voire l'excitation, dans l'émulation, la stimulation, etc., ça fonctionnerait peut-être mieux encore. Parce que la contrainte, la coercition, ça crée de la défiance. Et puis ça crée ce que tu dis, bah voilà, de la filouterie, et puis je vais leur en faire, moi, des fausses candidatures avec des réponses, etc. Comme ça, ils seront contents. Moi, je serai à l'abri d'un contrôle et d'une sanction. Maintenant, voilà, je ne veux pas rentrer dans le débat parce qu'on pourrait en parler des heures et c'est vraiment un débat à part entière. Je sais que c'est on en a parlé dans le train aussi, de l'idée du revenu universel sans condition, etc. Moi, j'ai mon avis sur la chose, mais il est beaucoup plus, rassure-toi, moi je ne suis pas radical ni dans un sens ni dans un autre, et je suis dans la réflexion aussi, j'ai pas d'opinion tranchée, mais encore une fois, l'assurance chômage, c'est de l'assurance, hein, c'est pas de l'épargne. Hein. La plupart beaucoup d'allocataires vont toucher beaucoup plus par Pôle emploi qu'ils n'ont cotisé. Hein. On n'est pas dans de l'épargne, on est dans de l'assurance. Donc, parce que j'entends ça parfois, ouais, j'ai cotisé, j'ai le droit. Si on faisons à l'américaine, à ce moment-là, vous avez cotisé combien? Vous avez cotisé 500 balles en 2 ans, bah, vous aurez le droit à 500 balles et c'est tout. Bon, après, c'est tout un débat, mais enfin, moi, je suis pas en tout cas radical là-dessus et j'essaye d'être dans la réflexion, et en tout cas dans la justice. Mais juste pour terminer, oui, j'aimerais bien qu'on change la sémantique, moi aussi. Et je crois qu'au Québec, on m'avait dit ça. Alors c'est peut-être pas la vérité, mais c'est en tout cas une bonne idée. Je crois qu'au Québec, ils ont renommé les demandeurs d'emploi en offreurs de services ou de compétences ou quelque chose comme ça. C'est vrai que demandeur, déjà ça fait quémandeur un peu, effectivement. Et puis emploi salarié. Mais qu'est-ce qu'on fait des artistes-auteurs qui ne cherchent pas d'emploi salarié, hein. Leur métier, c'est de fabriquer des œuvres et de les vendre. Et tous les mois, en fait, ils font une déclaration mensongère. Tous les mois, ils font une fausse déclaration quand on leur demande à la fin de l'actualisation « Êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi ?» Bah, ils disent oui pour rester inscrits, mais ils ne recherchent pas d'emploi. Ils veulent de l'activité, ils veulent du travail, mais pas un emploi salarié. Hein. Donc la sémantique, elle n'est pas adaptée. Effectivement, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Cela dit, on revient aussi de loin, dans le sens où quand Pôle emploi a été créé, officiellement, la sémantique en interne, pour les demandeurs d'emploi, c'était client. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps parce que ça choquait tout le monde. Je me suis rendu compte, par contre, il y a quelques jours, qu'un acronyme était resté avec le mot client. C'est ce qu'on appelle l'accueil, accueil relation client. Donc nous, on dit toujours ARC, ARC. Puis en fait, on a oublié que le C, c'est client. Mais voilà. Donc évidemment, les usagers ne sont pas des clients de Pôle emploi. Donc ça, c'était particulièrement choquant. Mais à la création de Pôle emploi, hein, il y avait vraiment cette idée d'entreprise privée avec toute la sémantique qui va bien. Et enfin, qui justement ne va pas du tout. Donc oui, je suis aussi pour changer la sémantique, pour qu'on change d'état d'esprit. Mais en aucun cas, Samuel, et je suis quand même bien placé, puisque je me suis occupé pendant plus de 10 ans
du public des arts et spectacles, il s'agit de dire va bosser à l'usine ou ramasser des patates au lieu de faire tes tableaux ou au lieu de préparer ton petit spectacle pour enfants. Non, il faut être juste. On a besoin de tous ces métiers-là. Il faut s'adapter à la construction du projet et d'un spectacle, etc. Mais bon, quand tu as quelqu'un qui... Voilà, moi je sais pas, c'est un débat, mais quand quelqu'un dit je peux travailler, je ne veux pas travailler, c'est votre avis. Du coup, j'embraye parce que moi, je voudrais remettre une pièce dans la machine. Je crois qu'on sera plutôt d'accord. Et j'aimerais monter en généralité, en fait, parce qu'à individualiser la relation, à partir dans la dénomination, ok, la dénomination est importante, mais Pôle emploi, dès le départ, c'est pas du service public. Ils ont juste oublié le R, c'est du service public, en fait, en vrai. Moi, je suis chômeur catégorie autonome. Je fais ce que je veux. Moi, je suis comme un intermittent du spectacle. On m'emmerde pas parce que je suis ingénieur informaticien quand je travaille, et donc on part du principe que voilà, on fout la paix. C'est toujours les plus faibles qui se font tabasser. Et en fait, si on essaye de regarder la situation globale, tout ça, c'est une grosse arnaque de A jusqu'à Z. Il y a quelques centaines de milliers d'emplois libres et il y a plusieurs millions de chômeurs. Donc en fait, en vrai, à traiter les dossiers individu par individu, on s'en sortira pas. C'est pour ça que c'est important de penser d'autres mécanismes. Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit au début. Bon, tu me détromperas peut-être, mais moi, il m'avait semblé que l'assurance chômage, ça marchait sur le régime de la cotisation, et que justement, c'est pas la TVA qui paye, c'est pas ces autres impôts qui payent, c'est la cotisation sur la fiche de paye, et que ce qui s'est passé, la grosse arnaque à Pôle emploi, moi je connais un petit peu, ma mère a fini sa carrière à Pôle emploi, elle était au service d'orientation psychotechnique de l'AFPA, et puis pour des raisons de concurrence libre et non faussée, comme ils étaient prescripteurs et donneurs de formation, on a tout foutu en petits morceaux. Et en gros, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que la cotisation, qui était quand même gérée de manière paritaire, même si c'est un peu une arnaque, mais c'était géré par les syndicats, et le fonctionnement de la NPE était payé par l'impôt, ça c'est le cas, on a fait peser au moment de la création de Pôle emploi le coût de la NPE sur les cotisations des salariés. Et c'est ça qui fait que les chiffres sont dans le rouge, en fait. Et il faut revenir à la cotisation. Parce que si on oublie ce fait-là, qu'il n'y a pas du boulot pour tout le monde, en fait, voilà, on en vient à dire ce que tu dis. C'est-à-dire, si tu n'as pas envie de travailler, on va t'enlever tes indemnités. Tu vois, mais ça, c'est aberrant. D'un point de vue individuel, ça peut avoir du sens. Mais d'un point de vue général, ça n'en a pas, je crois. Alors, juste deux choses. Quand je parlais de TVA, c'est pour le financement de l'établissement Pôle emploi. C'est 5 milliards par an. Il y a 35 milliards d'allocations qui sont versées, plus 5 milliards pour le financement de l'établissement Pôle emploi. Pôle emploi est versé un tiers par l'État, donc TVA, TIPP, etc., et 2 tiers par l'UNEDIC. Donc anciennement les cotisations patronales et salariales, et puis maintenant cotisations patronales, salariales pour les intermittents du spectacle, et CSG, donc les retraités payent aussi les allocations des chômeurs indemnisés. Quant à... mais pour moi, c'est pas une obligation. Il n'y a pas une obligation de résultat et il n'y a certainement pas une obligation de brutalisation des individus. Il n'y a pas une obligation de résultat, mais il y a une obligation de contrat social quelque part qui est de j'ai un projet professionnel, même si c'est pas pour le même si il va pas se concrétiser la semaine prochaine ou le mois prochain, mais j'ai bien un projet sur lequel je travaille, même si je suis pas payé, mais ça c'est le principe aussi de tous les artistes. Je travaille sans être salarié, sans être directement payé, mais le tout c'est d'avoir un projet, d'être dans une démarche, pas simplement moi je fais ce que je veux et je n'ai aucun. Alors parce qu'on me dit aussi les engagements associatifs, c'est du travail, etc. Oui, ok. Mais il y a aussi des gens, et moi j'en connais dans mon entourage, il y a des gens qui ne veulent pas travailler, ne veulent pas non plus s'engager dans une action publique, etc., bénévole, etc., et qui veulent simplement un maximum de bon temps, de plaisir. Mais ça, enfin, comment ? Et alors non, mais encore une fois, ça ne... Si le mec, dans 3 ans, il te sort guerre épée, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non, est-ce que c'est pas le Moi, contrat social ? Moi, je te parle pas de celui qui Non, écrit. Oui, mais le contrat social, il n'est pas sur une base morale. Tout le monde connaît l'histoire de J.K. Rowling. Oui.
Elle, c'était pas Daniel Blake. Elle a eu la chance d'avoir affaire en Angleterre à des gens qui lui. Elle a dit j'écris, voilà, j'ai 2 gamins, je crois à l'époque, je cherche pas de boulot. Je suis en train d'écrire un bouquin. Eh ben, elle a eu la chance, elle, effectivement, de tomber sur des gens qui lui ont laissé travailler sur son projet professionnel. Oui, mais Yann, un contrat Et elle a sorti social Harry ne peut Potter. pas se faire sur la morale. Tu peux pas dire, dans ce cas-là, déterminer qui sont les bons chômeurs, qui sont les mauvais chômeurs. Ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est ce que je te dis sur l'exemple de la maladie. On peut exactement avoir le même raisonnement avec les bons, les mauvais malades. Moi, je fume 2 paquets de clopes par jour. Si demain, j'ai un accident cardiaque, le médecin ne me dira pas, ou la Sécu ne me dira pas, on ne te rembourse pas si tu ne t'inscris pas à une salle de sport. Ça existe dans d'autres pays. Non, mais vous allez certainement parler, Samuel va certainement parler, je vais écouter avec attention. Moi, je suis tout à fait prêt à évoluer sur la réflexion. Hein. Et puis, avant qu'on en arrive là, du coup, à pouvoir ne pas travailler librement, il y a aussi la question de déjà dans les droits qu'il y a, il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées à nos pratiques. Par exemple, je donne un exemple, mais de contrôle mandataire auquel on a été beaucoup exposé. Parce que quand on est trop proche, pour ceux qui ne savent pas, quand on est trop proche de la gestion d'une association qui nous emploie, on peut être contrôlé et potentiellement ne plus avoir nos indemnités, puisque si on est considéré comme étant employé-employeur, sauf que dans la réalité, moi j'ai monté une compagnie, c'est sous forme d'assaut, en vrai c'est moi qui fais tout, quoi, et je suis pas la seule, il y en a plein, et sauf que quand on dit les artistes-auteurs mentent à chaque déclaration en disant qu'ils sont à la recherche d'un emploi, puisque par définition, ils ne sont pas employés. Nous aussi, en fait, on passe notre temps à mentir, à s'arranger, à trouver les petits trucs et les petites lignes pour pouvoir continuer à être indemnisé ou pour pouvoir se sortir du guêpier d'un contrôle mandataire qui est particulièrement vicieux en plus, puisqu'il demande bien dire un mot, des documents qu'on n'est pas censé avoir, et que si on ne sait pas qu'on n'est pas censé les avoir et qu'on les demande en toute bonne foi, on se fait allumer. Donc juste pour dire, il y a avant qu'on en arrive à un modèle auquel j'aspire, comme ce dont parlait Renaud ou Sam, il y a aussi des choses concrètement à faire évoluer par rapport aux différentes pratiques de l'emploi en tant qu'intermittent du spectacle, mais aussi en tant qu'intermittent de l'emploi, et au niveau du conseil, parce qu'il y a plein de fois aussi, moi j'habite pas dans une grande ville, il y a plein de fois où je me retrouve avec à donner les infos à mon conseiller Pôle emploi, en fait, finalement. Et il ne sait pas, et il n'a pas de ressources, lui, pour pouvoir savoir. Juste pour ma part, à Pôle emploi, quand je parlais des intermittents, je ne parlais jamais des demandeurs d'emploi. Je parlais de professionnels du spectacle. Parce que, voilà... Et pour ce qui est des études mandataires, j'envisage de faire un article là-dessus. C'est un joli mot, c'est un doux euphémisme, études mandataires. Mais moi, j'ai eu plein de témoignages où les gens du service prévention des fraudes se comportent comme de véritables policiers, et policiers version bac plutôt, avec des propos dégueulasses, un ton dégueulasse. Enfin, c'est inadmissible. C'est scandaleux. Et je pense qu'il va falloir qu'il y ait un article, qu'il y ait des témoignages pour dénoncer ça. Le traitement réservé. Pour le coup, il n'y a pas de présomption d'innocence. Au contraire, c'est directement une suspicion. Avouez que vous avez fauté, que vous trichez, que vous mentez, que vous fraudez. Donc là, il y a vraiment un truc dégueulasse qui ne va pas du tout de la part de Pôle emploi et qui est traumatisant, qui perturbe évidemment la vie professionnelle de la personne pendant ce temps, qui peut bloquer aussi le versement de ses allocations et qui perturbe la vie personnelle, tout simplement, la psychologie de la personne. Et pour moi, ces gens-là, au service prévention des fraudes, là, pour le coup, ils commettent de réelles fautes graves, voire lourdes. C'était moi. Ok. Bonjour. Non, c'était juste...
Tu disais tout à l'heure, et je te rejoins, je suis la compagne d'un ex-conseiller Pôle emploi qui lui a décidé de partir, qui était à spectacle. Et je te rejoins sur le vide intersidéral qu'il y a sur le management dans les agences Pôle emploi et qui se voit particulièrement à spectacle puisque c'est un secteur particulier avec des pratiques d'emploi particulières. Et donc ce vide-là a encore, je crois, plus d'impact voilà, sur ce secteur-là. Je voulais dire que par rapport à la réflexion de Renaud sur le fait de remettre en perspective qui a droit et qui n'a pas droit, je pense que cette chose-là, elle est particulièrement importante et qu'elle est importante aussi pour vous en tant que conseiller, parce que je pense que tout à l'heure, quand tu étais soulevé le fait qu'aucun de tes collègues n'avait été à tes côtés dans ton combat, je pense que c'est directement lié. Je pense que cet esprit de Pôle emploi, avec l'idée des demandeurs d'emploi qui ont des devoirs, a une répercussion directe sur vous, conseillers, et sur votre travail, et sur l'idée que vous avez de votre travail. Et aussi, du coup, le rapport que vous avez entre collègues. Je crois que ce n'est pas détaché, et je pense que cette réflexion, elle serait bénéfique pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour tout le personnel de Pôle emploi, parce qu'il me semble qu'il y a un lien. Moi, je crains quelque chose. On est à Pôle emploi dans un établissement très hiérarchiste. Alors, je fais bien la différence entre la hiérarchie, qui pour moi sont des missions. Alors, je ne suis pas anarchiste, donc je pense qu'il faut des gens pour des missions de coordination, de surveillance éventuellement, etc. Mais je différencie bien les missions des personnes. Et à Pôle emploi, on est dans un établissement très hiérarchiste. Qui sera supérieur à qui, sera supérieur à qui, sera supérieur à qui. Et je crains que peut-être certains conseillers estiment qu'ils ne sont pas le dernier maillon hiérarchique, que le dernier maillon hiérarchique, c'est le demandeur d'emploi. Et ils sentent qu'ils ont le sentiment d'avoir un pouvoir, d'être au-dessus, d'être supérieur aux demandeurs d'emploi. Et je pense qu'il peut y avoir peut-être de ça dans la relation. Et ça, c'est inacceptable, évidemment, aussi. Alors, 2 petites questions rapides, et puis après on conclut. Il y en a une au fond, et puis C'était surtout une petite... Sur le contrôle mandataire, juste pour apporter une petite précision sur un point. Le contrôle mandataire, effectivement, c'est pour vérifier, prouver l'insubordination, vu que c'est la conséquence. Le contrôle est fait pour prouver l'insubordination. Ah, dans l'esprit de Pôle emploi, voilà. de prouver la fraude. Voilà, c'est ça. Et que, pareil, sur les règles, la clarté des règles, des contrôles Pôle emploi, des contrôles mandataires, moi je le sais parce que l'agente que je connais à Pôle emploi, avec laquelle je travaille beaucoup, faisait partie du service des fraudes de Pôle emploi Service avant. J'en apprends tous les jours, mais surtout ce qui est complètement opaque. C'est-à-dire qu'un jour, mettre les règles au clair aussi, que chacun sache sur quelle base il est contrôlé, à partir de quoi. J'ai appris il n'y a pas longtemps, par exemple, que le service des fraudes avait le droit, alors que des fois, certaines personnes appellent en employeur d'un côté avec leur numéro masqué et de l'autre côté en employé avec leur numéro normal. J'ai appris il n'y a pas longtemps que le service des fraudes, par exemple, pouvait avoir accès au numéro masqué qui appelait le service Pôle emploi. Ils le savent, ils ont le droit d'aller fouiller des informations qui, légalement parlant, ne sont pas visibles et ne leur sont pas données. Donc voilà, il y a ce qu'on a le droit de faire et pas le faire. Et on parle vraiment sur le service des fraudes de Pôle emploi spectacle, ce qu'on m'a dit, parce que c'est vraiment les cow-boys. Faut aimer chercher. Faut aimer chercher la merde. Faut aimer chercher. Faut aimer fouiller partout. Et à un moment, c'est à quel moment violenter. Voilà, à quel moment on s'arrête à des éléments légaux, à des éléments qu'on est censé demander, à quel moment on va fouiller Internet, la presse, les réseaux sociaux, les numéros de téléphone, etc. Et c'est ça qu'il faudrait lister, qu'il serait important de lister un jour, de dire ça marche comment, c'est quoi les facteurs d'alerte, qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce boulot-là, en fait, d'essayer de dire sur quelle base on est contrôlé vraiment, c'est comment ça marche dedans. Dans le dossier de procédure qui m'a été opposé pour mon licenciement, il y avait notamment 2 ou 3 personnes qui étaient sous le coup d'une enquête du service de prévention des fraudes et qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui n'avaient aucune information, aucune réponse de Pôle emploi, etc. Moi, je leur ai donné les informations de leur dossier. Votre dossier, il vous appartient. Vous avez le droit de voir tous les écrans. C'est la RGPD, anciennement la CNIL, là.
toutes les informations qui sont dans votre dossier, allez voir notamment, demandez à aller voir le bloc-notes, notamment. Des fois, vous pouvez tomber sur des choses croustillantes. Mais vous avez accès à tous les écrans. Il vous appartient. Je sais que dans la culture acédique, on ne montrait pas l'écran à la locataire. Et moi, je me suis même fait engueuler à la fusion par des collègues acédiques. Parce que moi, j'ai toujours pris le parti de la plus grande transparence, de montrer, en même temps que j'écrivais des trucs dans le dossier, montrer l'écran à l'usager qui voit ce que j'écrive et qui me corrige d'ailleurs instantanément si je mets voilà, un truc pas exact. Et je m'étais fait engueuler par des conseillères acédiques qui m'avaient dit « Mais fais surtout pas ça, on ne montre pas notre logiciel, on ne montre pas le dossier à la personne. » C'est hyper choquant. Votre dossier vous appartient, tout ce qui est marqué dedans vous appartient. Voilà, et donc il y a 2-3 personnes à qui j'ai dit voilà ce qu'il y a de marqué, voilà moi ce que je peux vous dire qui est dans votre dossier. Et évidemment, ça n'a pas plu du tout non plus à ma direction que je fous en mon nez dans des dossiers où les gens sont accusés d'être des fraudeurs. Dernière petite question, après on conclut et on fera une courte pause de 10 minutes. Ouais, voilà. Ouais, ok, nickel. Dans le cadre de ce que nous on demande, la recréation de pôles art et culture sur les pôles emploi, et plus globalement du service que Pôle emploi peut apporter aux autres intermittents de l'emploi, est-ce que tu penses que le fait que Pôle emploi devrait ou pourrait donner du service spécialisé aux intermittents de l'emploi, je pense ceux qui sont en hôtellerie, en restauration et d'autres métiers, et aussi connecté au fait qu'ils ont fait disparaître cette annexe 4, et donc du fait qu'il n'y ait plus d'annexe, qu'on puisse lutter sur les deux, c'est-à-dire faire réapparaître une annexe spécifique, et à partir du moment où il y a une annexe spécifique, on aura plus de facilité à demander des conseillers spécifiques. Voilà ma question. Et rapidement, pour dire qu'il y a une cagnotte qui a été ouverte sur Litchi pour soutenir les actions de Yann Godin. Donc si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci. Juste par rapport aux intermittents de l'emploi, et je pense notamment aux saisonniers. Évidemment, il y a aussi les extras, enfin notre camarade va en parler tout à l'heure. Rappeler déjà, ça serait pas mal de rappeler à tous les conseillers de faire le lien avec leurs propres vacances. De dire, voilà, quand vous allez en vacances, vous allez au restaurant, à l'hôtel, etc. Bon, il y a des gens qui vous servent, etc. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui vont travailler tous les jours, qui vont travailler très dur pendant 3-4 mois sur une saison d'été, et qui partiront sur la saison d'hiver ensuite, et qui ont le droit. Enfin, là, on est tout à fait d'accord. Non seulement ils ont le droit, mais je vois pas bien. Enfin, de toute façon, quels emplois ils pourraient trouver pour combler obligatoirement. Voilà, c'est les périodes. Enfin, c'est juste rappeler une réalité de vie, là encore, une réalité de vie, c'est que pendant que les gens sont en vacances, aux périodes où les gens sont en vacances, que ce soit au ski ou à la plage l'été, etc., que d'autres travaillent très dur, dorment peu, etc., dans des conditions, voilà, sont loin de chez eux, sont dans des petits logements, etc., et qu'effectivement, c'est absolument pas choquant que le reste du temps, les 5 autres mois de l'année, ils puissent récupérer, profiter de leur famille, etc., enfin, vivre pour eux, enfin, je veux dire, voilà, ça c'est effectivement, déjà, ça c'est la base. Hein. Merci, on peut applaudir. C'était Yann Godin, lanceur d'alerte, anciennement à Pôle emploi.